à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de Courrier Cadre. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Fabienne Broucaret, la rédactrice en chef du magazine Courrier Cadre, et j'ai deux invités aujourd'hui avec moi pour aider les managers. Sûrement que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous êtes manager d'une équipe, et on va essayer de vous aider, de vous transmettre pendant ces 45 minutes ensemble des conseils pour vous préserver, vous sentir bien au quotidien et ainsi aussi pouvoir prendre soin de votre équipe. Alors, j'ai avec moi Laure Aimé. Bonjour Laure. Bonjour, Vous êtes conseillère RH et QVCT au sein de Juridica, qui est une filiale d'AXA. Bienvenue. merci. Bonjour Christophe Nguyen. Bonjour, Vous êtes psychologue du travail et président du cabinet Empreinte Humaine. Bienvenue. merci. Alors, pour vous expliquer un petit peu le déroulement de ce webinaire, on va échanger pendant une grosse trentaine de minutes, 30-40 minutes, et puis ensuite, on va répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous emparer du chat pour nous poser vos questions, pour réagir, pour partager aussi des conseils et des bonnes pratiques, parce que je suis persuadée que vous faites déjà des choses et que ça pourra en inspirer et nous aider aussi à rebondir dessus pour vous partager vraiment des choses qui vous aideront au quotidien. Donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit le plus interactif possible et ce webinaire sera disponible en replay. Vous recevrez le lien dès demain par mail sur la chaîne YouTube de CDI Média. Voilà, tout est dit. N'hésitez pas à échanger par le chat. Je vois des bonjours défiler et puis à nous dire aussi si vous êtes manager, combien de personnes vous avez, si vous êtes en télétravail ou pas. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous aiguiller aussi pour nos échanges. Christophe, je vais commencer avec vous. Empreinte Humaine fait depuis plusieurs années maintenant des baromètres pour savoir un petit peu comment vont les salariés en France. Et il y a tout un panel de managers justement dans vos études. Qu'est-ce que dit le dernier baromètre qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines à peine? Comment vont les managers aujourd'hui en 2023? Oui, alors c'est un baromètre qui se base sur des échantillons représentatifs de salariés français et qui effectivement regarde aussi la question de l'état psychologique du bien-être des managers. Et ce qu'on voit depuis 3 ans maintenant qu'on réalise ce type d'enquête, avec un sondeur qui s'appelle Opinionway, et sur la base d'indicateurs scientifiques, c'est-à-dire des questionnaires opposables à ce niveau-là, c'est que les managers sont les plus exposés, font partie des populations les plus exposées à des problématiques de santé psychologique. Il y a eu cette crise, effectivement, sanitaire, le Covid, le télétravail imposé, etc. Toute cette situation qui pèse encore sur la santé des managers. Et on voit donc dans notre dernière enquête qu'après 3 ans, finalement, d'une situation quand même aiguë, il y a des impacts toujours qui persistent. Et il y a des études de Malakoff Médéric qui montrent qu'aujourd'hui, il y a une augmentation, un doublement du nombre d'arrêts maladie chez les managers pour des motifs psychologiques. Un quart des managers, d'après eux, prennent des antidépresseurs aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont aussi touchés par cette crise de sens au travail, comme tout le monde, avec cette idée que quand la santé est touchée, le rapport au travail l'est également. Laure, qu'est-ce que vous constatez chez Juridica à travers vos baromètres? Quels sont un peu les enjeux clés auxquels sont confrontés vos managers? Alors aujourd'hui, les principaux enjeux qui sont rencontrés par nos managers au sein de l'entreprise, c'est déjà le travail hybride et le maintien du collectif dans ce cas de figure. Donc nous, on a signé un accord télétravail qui nous permet de faire jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Le collectif, ça a toujours été quelque chose qui a été ressource dans l'entreprise. C'est un facteur clé en termes de ressources. Et donc nos managers, ils ont à cœur finalement de maintenir ce collectif. C'est plus facile et plus naturel à faire dans l'équipe qu'en transversal. Le challenge, c'est plutôt le maintien entre départements et de manière plus transversale. On a aussi d'autres enjeux qui sont prégnants. J'ai vu passer sur le chat quelqu'un qui disait qu'il était en cours de recrutement. Donc les recrutements aujourd'hui font partie des enjeux vraiment pour nos managers. On est une entreprise où on a la chance de recruter, d'avoir des postes complémentaires, des créations. Et pour le coup, les managers, ils doivent à la fois trouver, avec la DRH bien sûr, mais intégrer ensuite les nouvelles recrues tout en fidélisant les personnes qui sont déjà dans l'équipe. Oui, des enjeux importants. Christophe, quand on parle de travail hybride, de télétravail, on parle aussi là de recrutement. Qu'est-ce que vous constatez, vous, comme enjeu clé et éventuellement aussi quelles difficultés peuvent rencontrer aujourd'hui les managers?
Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a une très bonne aujourd'hui relation de proximité entre manager et équipe. On va dire que manager, c'est quand même un beau métier, souvent quand même reconnu dans l'organisation. Et il y a le pendant aujourd'hui qui explique qu'il y a des difficultés particulières pour cette population. Quand on parle du télétravail, c'est qu'ils sont les plus insatisfaits parmi les autres populations quant à la mise en place du télétravail, parce qu'effectivement, ça remet en cause beaucoup de choses en termes de repères managériaux. Ça me fait penser à cette manager qui m'expliquait qu'avec le télétravail en hybride, eh bien, vu qu'elle voyait moins ses collaborateurs en présentiel, elle s'octroyait moins le droit de recadrer un certain nombre de dérives, de peur, disait-elle, de passer pour quelqu'un d'autoritaire, alors qu'avant, ça se faisait naturellement. Là, aujourd'hui, elle dit, je laisse couler, mais ça pèse un petit peu sur moi. Il faut que je gère effectivement les individualismes grandissants, et les uns et les autres qui mettent en avant finalement leurs desiderata avant le collectif. Et ça, c'est effectivement un vrai enjeu de coordination, d'essayer de faire maintenir le lien à distance. Le management des jeunes aussi. Beaucoup de managers nous disent, j'en ai rencontré un l'autre jour, un dirigeant qui me disait, je ne veux plus manager des jeunes, c'est trop difficile pour plein de raisons. Et puis derrière, on a parlé un peu de la charge de travail, ce que disait Laure. C'est cette notion aussi qu'elle n'est pas forcément assez prise en compte aujourd'hui, je trouve. Et puis des injonctions qui leur sont faites aujourd'hui autour de, par exemple, faire de la performance, atteindre des objectifs, faire toujours plus avec moins ou autant, au regard aussi des difficultés de recrutement qu'il peut y avoir, et en même temps s'occuper du bien-être des collaborateurs, ce qui peut paraître un peu contradictoire. J'ai un manager, pour donner cet exemple, qui disait comment je peux atteindre mes objectifs et m'occuper du bien-être, parce que si, par exemple, je donne des congés à mes collaborateurs, je n'atteins pas les objectifs. Donc, parfois, c'est des injonctions qui sont un peu contradictoires. Et c'est cette idée que les managers voudraient mieux manager, et ils sont un peu empêchés par des process, par des réunions inutiles, par un manque de temps, par une charge de travail, parfois aussi par le télétravail qui les contraint d'une certaine façon à ne pas pouvoir poser leur management. Donc tout ceci concourt effectivement à expliquer une grande part, je pense, des difficultés. En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup des managers aujourd'hui. Je rebondirais sur la charge de travail et le manque de temps. C'est vrai que, c'est une question récurrente, l'impression de courir, d'être toujours, en retard, de devoir gérer des sollicitations multiples, un petit peu dans tous les sens. Quels seraient à tous les 2 un petit peu déjà vos conseils quand on a cette impression un peu désagréable de toujours courir et d'être un peu dépassé? Christophe, je ne sais pas s'il y aurait, déjà quelques conseils pour, peut-être se réapproprier son temps? Oui, alors je pense qu'il y a des dimensions qu'on peut donner de conseils au niveau individuel. Chaque manager peut effectivement bloquer dans son agenda du temps pour soi, peut effectivement sanctuariser ce temps-là, essayer aussi de prévenir aussi l'équipe pour pouvoir être disponible pour soi-même, j'ai envie de dire, parce que ça c'est un enjeu, mais ils sont quand même souvent pris en étau d'une certaine façon par des réunions qu'ils ne peuvent pas refuser, par des process auxquels ils ne peuvent pas déroger, par effectivement des sollicitations et des urgences multiples, qui fait qu'ils ont cette impression. Je crois qu'il y a déjà une dimension organisationnelle, donc il faut en avoir conscience de cela, mais les managers, je pense que c'est très important qu'ils puissent avoir ce temps et de refuser aussi des réunions inutiles, ce qui n'est pas toujours évident, de pouvoir réguler d'une certaine façon leur charge de travail. Et ça, je pense qu'il y a une responsabilité aussi collective des entreprises. Mais les managers, effectivement, doivent pouvoir avoir ce temps dédié pour s'organiser, pour planifier, pour sanctuariser du temps personnel, quoi. Laure, c'est un message que vous avez aussi notamment, chez Juridica par rapport aux réunions? On n'est pas obligé d'être peut-être à toutes les réunions tout le temps? Alors oui, complètement. Moi, je pense vraiment qu'il faut être exemplaire sur ces sujets-là et que c'est important. Donc oui, il ne faut pas être à toutes les réunions. C'est un sujet, effectivement, ce côté des réunions, puisque voilà, on peut être tout le temps en réunion et finalement ne plus avoir de temps pour soi et avoir ce temps sanctuarisé, comme disait Christophe. Moi, ce que je pense, c'est que pour mieux gérer ces réunions à répétition, il est important de créer une sorte de cercle vertueux, finalement, de préparer les réunions en amont, de pouvoir les timer, d'éviter effectivement le doublon des personnes présentes, donc d'être 2 personnes d'une même équipe qui finalement n'ont peut-être pas besoin d'être là toutes les 2. Et puis savoir les refuser, savoir refuser si c'est nécessaire. Et ça, c'est finalement dès la direction qu'on doit finalement montrer l'exemple, dire que c'est possible
possible de refuser. Et puis, finalement, montrer le bon exemple qu'on peut soi-même le refuser. Donc, voilà, quand ce n'est pas nécessaire. Je ne dis pas qu'il faut tout refuser non plus. Dans la part des choses, mais oui, apprendre à dire non. Et on a Claire aussi qui nous partage des réunions peut-être un peu plus courtes. On évite les réunions d'1 heure, mais on programme plutôt 45 minutes pour avoir aussi le temps de souffler. Et c'est vrai qu'on a des témoignages dans le chat qui nous disent justement l'impression de ne pas maîtriser son agenda et de du coup pas pouvoir produire et faire son métier tout simplement, hein. Exactement. Et je pense que ça, c'est aussi se poser la question en tant que manager, qu'est-ce qui est vraiment efficace, hein, et d'en parler aussi à son propre manager ou ses interlocuteurs, parce qu'il y a cette idée parfois d'abnégation très importante des managers qui acceptent tout, qui vont prendre sur eux, qui vont réagir aux urgences, hein. Et je pense que c'est important de se dire que ce n'est pas forcément plus exemplaire, hein, dans le temps. Bien sûr, l'engagement des managers, elle est louable, hein, vis-à-vis de leur entreprise, vis-à-vis de leur équipe, mais on ne leur demande pas d'être des super-héros non plus et de quelque part de se mettre en risque, d'accepter des choses qui ne sont pas forcément efficaces dans le temps, qui pèsent sur le temps qu'on a, et qui finalement aussi pèsent sur notre propre santé. Et on peut se poser la question de est-ce que c'est durable? Et je pense que c'est cette idée quand même d'aborder le sujet autour de l'efficacité durable plutôt que moi je me protège parce que mon bien-être. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt sur comment est-ce que c'est durable, hein, tout ce qu'on nous demande de faire. Et on voit bien que vu ce qui est évoqué, et je trouve assez partagé par tous les managers, c'est qu'il y a un enjeu d'efficacité derrière plus que uniquement, vous voyez, que de bien-être, hein, voilà. Ah oui, pour une performance durable, et c'est vrai que c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'en effet, sinon c'est du court terme et sur la durée, ça n'y Ça tient pas. arrivera pas, on ne tiendra pas. Oui. Laure, comment vous accompagnez les managers chez Juridica? Qu'est-ce qui est mis en place pour les soutenir et les aider, eux en particulier? Alors, on met plein de choses en place. Déjà, pour nous, l'accompagnement au quotidien, elle est primordiale. Les managers, ils sont accompagnés déjà par leur manager, leur N+1, au quotidien, parce que c'est avec eux qu'ils vont partager finalement toutes les difficultés qui peuvent survenir au fur et à mesure. Pour nous aussi, et nos managers reconnaissent vraiment l'importance de leur partenariat avec l'équipe RH. Ils travaillent vraiment, donc chacun en association avec un RH dédié, avec qui ils vont échanger sur toutes les demandes remontées qu'ils peuvent avoir, les difficultés qu'ils veulent partager. Et les RH sont vraiment en position d'écoute et de co-construction avec eux pour trouver des solutions s'il y a des difficultés particulières. Toujours sur le côté RH, il y a aussi la partie formation qui est extrêmement importante. Donc c'est important dans l'accompagnement des managers, que ce soit des managers qui sont là depuis longtemps ou des nouveaux managers, puisque finalement, on demande à être formé régulièrement sur ces sujets-là. En plus, comme on le voit, hein, il y a plein de nouveautés dans la gestion maintenant de l'humain, etc. Tout évolue. Christophe parlait aussi de l'accompagnement des jeunes recrues d'aujourd'hui qui amènent d'autres manières de penser. Donc, il est important de se former régulièrement. On a aussi des cursus dédiés avec des promotions de management qui finalement permettent des échanges entre pairs, des échanges transversales. Donc là, ça peut se faire avec des personnes d'AXA aussi. Donc pour le coup, pour nous, c'est intra-groupe, ce qui permet d'avoir un réseau aussi. C'est toujours bénéfique pour eux. Et les modules dispensés, ils sont à la fois sur des compétences relationnelles et des compétences managériales. Donc ça, c'est vraiment sur les aspects RH. Après, moi, je pense beaucoup que les échanges entre pairs sont primordiaux. Il y a quelques années, on avait mis en place plutôt des séances de co-développement. C'est un mode de fonctionnement. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait mettre en place, c'est plutôt des espaces de discussion entre pairs, donc quelque chose de moins cadré, qui permet un peu plus d'agilité et surtout de liberté dans le partage. Le but de ça, de toute façon, que ça s'appelle co-développement, espace de discussion ou ANCO, l'important, c'est finalement d'échanger, de partager et pas juste, parce que de manière naturelle, ça va se faire avec un manager ami, quelqu'un qui est arrivé en même temps, le manager de l'équipe d'à côté, mais avoir un peu plus de recul et de transversalité, donc en échangeant avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément exactement la même vision, mais ça permet de faire grandir. On a aussi dans nos projets pour cette année la mise en place de mentoring pour nos managers. Le but, c'est de former un binôme croisé avec un membre du comité de direction, donc pas son patron, quelqu'un d'un autre département, pour finalement prendre un peu plus de recul sur les situations, échanger, obtenir des conseils, mais avec quelqu'un qui est moins dans le côté terrain-métier, mais qui peut apporter une vision avec un peu plus de hauteur.
Et de manière un petit peu plus extérieure, alors Fabienne, on s'était rencontrés dans ces cadres-là avant, on a une appli Moodwork, donc c'est une solution digitale qui là permet d'avoir autre chose, quelque chose de plus extérieur. Donc là, c'est une solution digitale qui permet d'avoir des conseils dédiés donc, sur la sphère managériale &co, mais également de pouvoir faire appel à un psy, à un coach. Et là, tout ça, ça vient compléter finalement une offre interne qu'on a avec des personnes qu'on connaît, avec peut-être un accompagnement plus extérieur qui vient s'ajouter. C'est très intéressant parce qu'on voit en fait qu'il y a une diversité d'initiatives, de solutions. Et Christophe, ça demande beaucoup de confiance. Enfin, ça demande un climat quand on parle d'échanger avec ses pairs, de faire des binômes avec les RH, avec le comité de direction. Il faut qu'il y ait un climat voilà, sain et propice dans l'entreprise. Quelles sont les clés justement pour y arriver à ce sentiment de sécurité qui fait qu'on peut en parler? Oui, c'est ça, parce qu'on voit quand même qu'il y a, vu tout ce qui a été fait, ce que font les entreprises aujourd'hui, une utilisation par les gens qui est relativement faible par rapport à l'enjeu dont on a parlé un peu tout à l'heure. Et les gens sont assez conscients de cela et ils évoquent un certain nombre de freins qui fait qu'on n'arrive pas à avancer forcément sur ces sujets. C'est d'abord de l'autocensure, c'est-à-dire j'ose pas en parler, de peur d'être vu comme un empêcheur de tourner en rond, je ne sais pas à quoi ça va servir, à qui en parler, comment en parler, et ou alors parfois j'ai peur qu'on me dise que c'est des problèmes perso finalement. Donc, il y a tout un tas de freins d'autocensure qui font qu'aujourd'hui, il y a plus de 50% des gens qui disent je n'en parle pas quoi, dans l'entreprise de ces sujets. Et je crois qu'il y a un sujet autour, effectivement, on appelle ça le tabou peut-être, hein, mais de ne pas avoir le sentiment d'être totalement authentique hein, vis-à-vis de ces sujets. Et donc là, je crois que c'est nécessaire de développer ce qu'on appelle ce climat de sécurité psychologique. Ça rejoint cette idée de droit à l'erreur aussi, de droit d'expression, hein, d'authentique, sans peur d'être, même de s'opposer hein, dans le respect à un certain nombre de décisions, de dire non à une réunion sans être stigmatisé, mal vu, etc. Et d'avoir le droit de dialoguer, on va dire, de façon on va dire, constructive, sans crainte. Donc là, c'est, je pense, un enjeu pour encourager aussi les gens, surtout avec le présentiel, à pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont. Et là, on voit une autre difficulté, c'est que les gens, et il y a moins d'un quart hein, des salariés qui savent quoi faire pour être bien, finalement, dans leur, mentalement hein, et psychologiquement au travail. Donc, je crois qu'il y a un vrai rôle aujourd'hui pédagogique de développement d'une culture autour de ça, de sécurité psychologique, de vigilance aussi des uns et des autres, de vigilance pour soi et vis-à-vis des autres. Et donc, par rapport à ça, c'est les managers peuvent être exemplaires hein, vis-à-vis de ça. Alors, quand je dis exemplaire, c'est aussi savoir prendre soin de soi en tant que manager pour finalement inspirer d'une certaine façon et avoir une influence pour que les gens aussi prennent soin d'eux comme le manager le fait. Un manager ne peut pas être forcément crédible et on le voit, ça crée même des injonctions paradoxales et des contradictions à gérer. Si lui-même envoie des mails à n'importe quelle heure et qu'il n'en peut plus parce qu'il est en réunion toute la journée et que le soir et le matin tôt, il doit traiter son travail et que les collaborateurs, finalement, il leur demande aux collaborateurs de ne pas faire ça, de déconnecter, de prendre soin d'eux, etc. Donc, je pense qu'il y a une question, effectivement, de savoir déculpabiliser. Quand un manager prend soin de soi, c'est aussi une façon de montrer aux autres la voie, quoi. Donc, ça contribue effectivement à pouvoir recevoir ces expressions, à savoir faire la part des choses entre c'est du lard ou du cochon. Quand quelqu'un me dit je souffre, je stresse, je suis pas bien, je suis en RPS parfois. Et donc, moi, mon idée, c'est aussi de pouvoir développer ces dialogues sur le travail. Parfois, on manque de ça. Hein, quand Laure évoque cette transversalité, cet échange entre managers, il y a aussi ce besoin des collaborateurs entre eux d'être reconnus, de discuter de comment on l'a fait, etc. Et ce sont des temps propices à ce que justement on installe ce climat-là. Et c'est aussi bon pour la performance. On sait que les entreprises, les équipes qui ont ce climat de sécurité psychologique sont plus performantes et surtout plus créatives parce qu'elles peuvent proposer beaucoup plus d'idées, elles peuvent innover beaucoup plus. Alors que si on vit dans un climat où on n'ose pas s'exprimer de peur de je ne sais quoi, eh bien, finalement, on a moins de créativité également. Donc, je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant. D'un côté, ça rend plus efficace et de l'autre, on est plus dans le dialogue et dans la co-responsabilisation parce qu'il ne s'agit pas de recueillir toutes les plaintes de la terre entière hein, et qui va peser sur le manager. Mais je crois qu'il faut développer cette culture où les gens doivent pouvoir aussi s'exprimer.
Et par rapport à cette expression, on nous souligne dans le chat l'importance des small talk, c'est-à-dire on se retrouve à la machine à café, tous ces temps informels, Oui. que justement le travail hybride, le télétravail, les visios ont peut-être un petit peu, je dirais, fait reculer, en tout cas, sont peut-être un peu moins présents au quotidien. Ces temps-là sont aussi très, très importants. Il n'y a pas que, les rendez-vous formels qui comptent? Ah non, au contraire, je pense qu'il y a un côté authentique à avoir. Et c'est vrai que dans l'informel, on est moins dans les rôles, hein, on va dire ça comme ça, ce qui crée cette proximité. En hybride, on peut la créer d'une certaine façon. On peut toujours demander un vrai ça va aux gens, hein, d'une certaine façon, et peut-être favoriser ces temps de convivialité collectif en faisant, par exemple, vous commencez une réunion toujours par, quand vous êtes avec votre équipe, par une mise à jour des événements de vie des uns et des autres. Il y a machine qui va se marier, il y a un tel qui a acheté sa maison, il y a un tel qui parle de son chien, on va parler de, je sais pas, ses exploits sportifs, que sais-je, mais quelque chose qui crée effectivement ce sentiment de camaraderie qui me paraît aussi nécessaire et on peut demander aux gens aussi de contribuer à ça. Et donc, pour que ça devienne naturel, un peu un truc ritualisé, quoi. Et il y a plein de temps comme ça. Moi, je ne crois pas aux apéros virtuels et tout ça. Tout le monde, ça embête tout le monde aujourd'hui. Mais je pense que dans la façon dont on anime le collectif à distance, ce sont des temps propices à effectivement créer ce climat de confiance. On va appeler ça comme ça au sens large. Laure, justement, vous avez mis en place des chartes, par exemple, de télétravail qui se discutent aussi en équipe. Il y a aussi, Ouais. le niveau organisationnel, mais il y a aussi comment, moi, je gère avec mon équipe, concrètement. Tout à fait. Nous, en fait, sur la gestion du télétravail, on a créé un livre blanc donc, qui a été fait plus au niveau de la direction pour donner finalement les grands principes donc, liés à la vie sur site, aux réunions en hybride, comment on fait attention les uns aux autres. Donc, un côté grand principe avec le livre blanc. Et en fait, ce dernier, il a été ensuite décliné dans nos équipes à travers donc, des chartes d'équipe qui ont été construites donc, par les collaborateurs eux-mêmes et avec leurs managers qui peuvent être réadaptés aussi au fil du temps. Le but, c'est de se mettre d'accord ensemble sur ces grands principes pour finalement vivre au mieux chacun le télétravail. Se dire les non-dits, voir est-ce qu'on a besoin de se retrouver physiquement tous les X temps les uns les autres. Quand on est ensemble à distance, est-ce qu'on allume la caméra au moins pour se dire bonjour? Enfin, voilà, quels sont les attendus de chacun? Si on n'est pas d'accord, en discuter et finalement s'écrire ce qu'on aimerait comme grand principe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été fait donc, dans toutes les équipes, mais qui a été travaillé et finalement impulsé derrière aussi par la direction et après par le management. Quand on constate que, quelqu'un ne va pas bien, dans son équipe, déjà, est-ce qu'il y a, Christophe, des signaux faibles qui doivent peut-être nous alerter? Alors, pour soi et pour les autres, hein, déjà, et puis qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ensuite? Oui, tout à fait. Alors, quand on parle de signaux faibles ou forts, hein, c'est justement degré de vigilance qu'on peut se donner les uns et les autres sur des choses qui peuvent être banalisées, hein. À un certain moment, c'est Gérard qui râle tout le temps, c'est Bénédicte qui arrive tout le temps en retard, c'est Robert qui est tout le temps désorganisé, hein, ce genre de choses. Je pense que c'est nécessaire, effectivement, derrière cette question de vigilance, de connaître les personnes. Il ne s'agit pas d'être une tour de contrôle de tout le monde, mais d'avoir une proximité finalement avec ces équipes, qui est un vrai challenge parfois, mais qui est réclamé par les équipes aujourd'hui, qui n'est pas du micromanagement, hein, qui est une proximité relationnelle, dans le sens savoir dire qu'on est là sans être physiquement présent, hein. Donc ça aussi, ça crée cette question de confiance qu'on évoquait tout à l'heure et des temps de vigilance aussi qu'il faut mettre en œuvre par exemple, demander à ce que la caméra soit mise en œuvre parce que c'est plus sympa. Aussi, sur les caméras, on voit quand même beaucoup de choses, des cernes jusqu'aux genoux, des réactions, tous ces signaux faibles que finalement les managers voyaient déjà et qui sont dans l'angle mort aujourd'hui, mais qu'ils voyaient quand le matin, le café, on pouvait se voir avec le ça va à Gérard, tout de suite on voyait si, quand dans le ça va, si ça allait ou pas. Ou alors dans l'open space, quand on voyait le travail se faire et les gens interagir, qu'il y avait un petit point de tension qu'il faut peut-être aller voir, hein. Là, on ne le voit plus. Et donc ça, c'est comment effectivement on peut avoir une vigilance sur ces angles morts qu'on n'a plus
avec ces temps que j'expliquais tout à l'heure, et puis des temps peut-être plus individuels, ce qui sous-entend aussi, je pense, réellement de diminuer la taille des équipes en télétravail, parce qu'on ne peut pas créer cette proximité avec des équipes de 20 ou 30, hein, on ne peut pas faire, c'est plus possible. Avant, on les avait tous sous les yeux, là, ce n'est plus le cas. Mais en tout cas, d'avoir cette proximité relationnelle et de confiance et de connaissance des uns et des autres. Et donc, par connaissance, est-ce que ce qu'il fait là, Bernard, ça doit attirer mon attention parce que c'est très différent d'avant. Alors, on peut avoir dans son comportement, hein, dans son fonctionnement, Gérard, il peut avoir des hauts et des bas, comme tout le monde, on a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Mais quand on a des pics, il faut connaître Gérard pour savoir s'il n'est pas juste cyclotimique, hein, on va dire, mais qu'il a vraiment quelque chose qui est bizarre, hein, il n'est plus comme avant. Et qu'en plus, ça dure dans le temps. Et là, c'est, je ne sais pas, des mails tardifs, des mails très tôt, que ce n'était pas son habitude avant. Ou alors, il fait vraiment des grosses boulettes qu'il ne faisait pas avant. Ça aussi, ça doit effectivement alerter. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un principe de précaution, finalement, sur ces éléments-là, et ne pas hésiter à, lors d'un point, en faire part, et d'être objectif, factuel, hein, sur la situation, et de faire part de son inquiétude et de savoir si vraiment tout va bien. Et donc, à partir de là, il y a des techniques, hein, d'entretien à avoir en tant que manager, comme on a des techniques de recrutement, des techniques de recadrage, des techniques de ce que vous voulez, d'animation de réunion. Il y a aussi des techniques d'accompagnement de personnes qui seraient en détresse, hein, psychologique. Et qu'est-ce que je peux faire? Quel est mon rôle et ma limite autour de ça pour effectivement savoir gérer, hein, cette situation et surtout mettre en place les actions qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas, hein, d'une certaine façon. Et quand on voit les niveaux, des indicateurs, hein, de santé psychologique aujourd'hui, il est certain que beaucoup des personnes qui nous écoutent là ont dû à traiter des situations individuelles, hein, ça ou collectives d'ailleurs. Mais c'est ce que je dirais, voilà, être vigilant, connaître la proximité et savoir enclencher après une bonne posture qui n'est pas tiens, Bernard, tu es en dépression, ça se voit parce que ceci ou cela, hein. Il y a des postures à avoir et il faut savoir s'appuyer, comme le disait Laure, sur les RH, sur son manager, sur la médecine du travail, sur des psys. Voilà. Mais il faut tout d'abord en parler et pas hésiter, quoi. Ouais, on reste pas seul. Laure, quand on est justement en entreprise, il y a plein de ressources, possibles, les RH, mais aussi, se tourner, vers le médecin du travail, pour soi aussi. Mm. Qu'est-ce qu'on conseillerait, justement à un salarié, un manager qui, sent qu'il tend vers, l'épuisement? Quand Vers lui-même ouais. tend vers Oui, l'épuisement, exactement, vers qui on peut se tourner, du coup? Alors déjà en parler. Enfin, clairement, s'il y a des signes avant-coureurs et si finalement la personne est capable de les détecter, parce que c'est souvent ça aussi la difficulté, c'est de ne pas se rendre compte qu'on est en train de perdre pied, c'est vraiment d'en parler. Enfin, moi, si j'ai un conseil à dire, c'est de communiquer, parce qu'il y aura forcément une personne qui va être à l'écoute et qui va pouvoir nous aider à trouver les bons interlocuteurs. Donc oui, si tout va bien avec son manager, en parler avec son N+1. Dans un environnement tel que le nôtre, aller vers la RH, c'est là la première chose qu'ils vont penser à faire. La médecine du travail, c'est quelqu'un qui est effectivement un petit peu plus à côté, qui finalement a aussi cette discrétion, cette confidentialité qui est obligatoire et qui va permettre vraiment aussi de poser les choses. Notre médecin du travail, s'il ressent des choses, il peut faire des tests, finalement pour s'assurer de comment va la personne et là aussi prendre contact avec son médecin généraliste si besoin. Donc le but, c'est d'être sentir épaulé. Donc, moi, j'aurais vraiment tendance à dire, voilà, si le climat le permet, le manager, la RH, ils seront là pour aider. La médecine du travail, souvent, on n'y pense pas et c'est vraiment quelqu'un qui, pour le coup, peut être utile. Vraiment apporter une aide complémentaire. Surtout, voilà, s'il y a la possibilité de médecine en interne, là, c'est un peu plus royal pour ce coup-là. Ah oui. Christophe, on avait, un témoignage dans le chat quand on est sous pression, qu'on a vraiment beaucoup de pression et qu'on n'a pas justement le soutien de sa hiérarchie, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire quand on sent qu'on se sent seul aussi face à cette, pression? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord tenter d'en parler avec son manager, encore une fois d'une façon factuelle et autour des conséquences que cette situation peut avoir vis-à-vis du travail, hein, également, et vis-à-vis de son efficacité. Parce que parfois, on a du mal à pouvoir évoquer ce sujet parce qu'on se dit on va être blackboulé, on ne va pas être compris, on va nous renvoyer à des choses ou alors on va être critiqué, hein, d'une certaine façon par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut être factuel
et expliquer les conséquences que ça peut avoir sur le travail pour que vraiment, avec le manager, ce soit compris. Et je pense qu'il ne faut pas rompre le dialogue, même si il participe à ce qu'on ne soit pas forcément au mieux, mais il y a d'autres interlocuteurs aussi dans l'entreprise, comme on l'a évoqué. Ne pas hésiter effectivement à d'abord faire une démarche avec son manager, son N+1, c'est celui qui quand même doit garantir aussi que vous travaillez dans des conditions de travail qui soient positives, on va dire, pour votre santé. Mais il y a d'autres interlocuteurs aussi dans l'entreprise, on les a évoqués. Mais je crois qu'il faut d'abord faire la démarche avec le manager pour essayer de trouver une issue. Parce qu'il ne comprendrait pas que vous n'ayez pas, par exemple, vous n'ayez pas échangé avec lui d'abord avant d'en parler à d'autres personnes dans l'entreprise. Parfois, c'est impossible, mais je pense qu'effectivement, il faut essayer. Et puis, il y a des acteurs dans l'entreprise qui sont soumis effectivement à la déontologie, au secret professionnel, qui peuvent vous aider à savoir comment faire finalement, parce que chaque situation est unique. Je peux en parler là dans ce webinaire, mais je pense que c'est au cas par cas. Et donc, d'avoir des conseils auprès de votre médecine du travail, voire avec des psychologues. Nous, chez Empreinte Humaine, c'est ce qu'on fait pour aider les entreprises, et que vous pouvez avoir un entretien avec quelqu'un qui va vous aider à décortiquer la situation, à faire la part des choses, à trouver un peu les issues, les voies, on va dire, pour trouver les bonnes solutions pour résoudre votre problématique. Parce que effectivement, peut-être que votre manager, que vous estimez ne pas être en soutien, ne le voit pas finalement, ou considère que ce n'est pas forcément de son ressort ou que sais-je. Mais je pense qu'il faut d'abord effectivement essayer. Et puis, il y a d'autres issues dans l'entreprise, encore une fois, plus confidentielles, si vraiment vous voulez d'abord travailler cette démarche-là. Mm, mm. On nous précise aussi dans le chat, dans les entreprises de plus de 250 salariés, le service social peut aussi être une solution pour les managers qui seraient inquiets pour leur équipe. Donc, l'assistance sociale est en plus du médecin du travail. C'est On nous ça. demandait aussi, on avait une autre question. Est-ce que vous constatez, vous, un décalage entre le top management qui serait un peu à l'ancienne et peut-être un petit peu en retard sur ces sujets-là et les managers de proximité? Ou est-ce que non, pas du tout, c'est vraiment une question de personne plus que de statut? C'est les deux, j'ai envie de dire, mais globalement, c'est ce qu'on observe, c'est ce que disent les gens, c'est qu'il y a une forme de déconnexion entre ce qui est vécu sur le terrain et ce que les top managers pensent que ce qui se passe finalement. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai enjeu pour raccrocher les wagons, de refaire converger un petit peu le dialogue entre les décisionnaires, j'ai envie de dire, et ceux qui sont sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant. Là où avant, peut-être il y a 15 ans, j'entendais effectivement les managers de proximité, ceci, cela, on était sur les postures managériales à faire changer. Là, on entend plus ce sujet-là, on entend j'ai besoin de mon manager, j'ai besoin qu'il voit mon travail, j'ai besoin qu'il soit présent, j'ai besoin de lui dire que, etc., et qu'il m'aide, mais qu'il me laisse mon autonomie, bien sûr. Mais par contre, en haut, ils ne se rendent pas compte du niveau de fatigue qu'il y a, de la situation actuelle. Et ça, c'est vraiment très constant. Et je pense que c'est là tout le bénéfice d'avoir des moyens de faire remonter finalement ces situations avec des baromètres, avec des études anonymes et sécurisées d'un point de vue de l'expression, j'ai envie de dire, pour permettre au top management de voir factuellement ce qui se passe. Parce qu'effectivement, quand on est N+18, c'est compliqué de savoir. Forcément, on peut avoir des remontées ici ou là, mais je pense que c'est nécessaire. Et ce n'est pas uniquement avec des baromètres d'entreprise de satisfaction sur la stratégie, sur est-ce qu'on comprend bien les objectifs de la boîte, tout ce genre de choses, que vraiment permettre aux gens de s'exprimer sur leurs conditions de travail et sur leur santé, finalement. Et je pense que c'est un enjeu de performance aussi pour les top managers. Laure, c'est ce que vous faites justement chez Juridica avec des baromètres qui s'intéressent notamment à l'aspect qualité de vie au travail et santé psychologique. Complètement. Alors, juste déjà pour revenir, donc je suis un tout petit peu moins d'accord. Alors, nous, on est dans une entreprise où il n'y a pas autant d'échelons. Le côté N+18, on ne l'a pas. Enfin, on est 300 Oui. collaborateurs, donc c'est plus facile. Donc, il y a moins cette déconnexion. Pour autant, effectivement, les baromètres sont hyper importants et sont précieux pour les managers, pour la direction, pour les RH, enfin, même pour les collaborateurs, finalement, d'avoir ce retour. On a des enquêtes, en fait, qui sont proposées par notre groupe. Donc, on fait plusieurs fois par an, pour finalement prendre le pouls de l'entreprise. On a décidé vraiment d'y rajouter aussi des questions qui sont liées à la qualité de vie au travail, pour finalement savoir si les personnes, elles se sentent bien alors qu'elles travaillent, si elles ont un équilibre vie privée, vie pro, si elles arrivent à se déconnecter.
Et puis, il y a aussi, et là, on va revenir aux fondamentaux, hein, par exemple, là, on se relance dans un diagnostic des risques psychosociaux. Ça permet aussi d'avoir du recul sur les situations et d'ajuster les plans d'action si nécessaire au fur et à mesure. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je les prends au fur et à mesure, mais n'hésitez pas vraiment à en poser de nouvelles. On avait aussi évoqué dans le chat le côté du présentéisme qui continue, même en travail hybride, qui reste un travers très, très français et qui peut être source aussi de mal-être. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre ce cher présentéisme qui veut que plus on reste tard, plus on travaille bien? Se recentrer sur les objectifs à atteindre et non pas juste sur la présence. Voilà, la mission qui doit être réalisée. Je pense que c'est aussi important de revenir sur ce point-là. C'est pas parce qu'on est présent et c'est pas parce que en version hybride que sur Teams on est en couleur verte qu'en vrai on est plus présent. L'important, on pourrait être complètement en train de faire autre chose. Donc ce n'est qu'une vision de l'esprit et une culture à la française. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut revenir sur le fondamental. Enfin, voilà, on a des missions, des objectifs à atteindre et finalement, c'est ça qui montre qu'on travaille, pas le fait d'être présent et finalement d'adapter donc le travail par rapport à des journées classiques pour que ça soit bien dosé en termes de charge. Manager par les objectifs, Christophe? Oui, et encore une fois, je pense que le télétravail, tout ce qu'on a vécu, les nouvelles attentes de sens au travail, c'est aussi cette remise en question de ce qui existait sur la notion d'équilibre des vies et le présentéisme qui forcément nuit à cela, et de sens de ce qu'on fait là. Faire par exemple la même chose en présentiel qu'à distance chez soi, c'est-à-dire aller au bureau pour faire des calls toute la journée, s'enfermer, ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est plutôt positif aujourd'hui et que la question, c'est de dialoguer, je pense, en équipe. J'aime bien l'idée des chartes, etc., qui se déclinent avec son manager sur ces situations-là. Et je crois qu'on arrivera à vraiment améliorer les conditions de travail des managers si on parle de ces sujets, comme on parle des objectifs, comme on parle de la rémunération, comme on parle du quotidien, et donc de parler de charges, de reconnaissance, de présentéisme, de soutien, de lien entre les uns et les autres, avant que les problèmes apparaissent finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se reconfigure un peu, il y a une fenêtre de tir peut-être pour discuter en équipe de aujourd'hui, c'est quoi être efficace? Et c'est quoi la question du présentéisme? Pourquoi les managers aussi se sentent encore dans ce présentéisme, même à distance, et qu'il y ait un vrai dialogue et que ça remonte, quoi. Est-ce que effectivement c'est le top manager qui regarde et qui vérifie? Est-ce qu'il y a un doute sur le fait que les gens travaillent ou pas? Et pourquoi c'est important? Je pense que dans le présentéisme, on parle des aspects négatifs, mais il peut y avoir aussi un présentéisme, on va dire, lié à l'engagement des gens vis-à-vis de leur boulot. Et c'est vrai que les top managers vont plutôt être, et c'est normal, plutôt positifs et encourager que les gens s'engagent. Mais est-ce que derrière, ça ne veut pas dire que si les gens s'arrêtent à une heure précise pour s'occuper de leur vie perso, etc., est-ce que ce n'est pas une source d'engagement durable? Donc, je pense et que c'est positif parce que les gens s'épanouissent, vont rester plus, vont moins être fatigués, vont pouvoir s'ouvrir l'esprit, avoir du recul sur leur boulot pour être plus reposés. Et voilà. Donc, ça, c'est une vraie réflexion managériale qui n'a pas toujours lieu, on va se le dire, dans les entreprises. Mais je pense qu'à l'échelle de là où on peut avoir de l'influence en tant que manager, si vous voyez qu'il y a quand même des collaborateurs qui sont dans le présentéisme, qui sont là pour dire qu'ils sont là, finalement, même à distance, qui réagissent au quart de tour toujours ou qui envoient des mails à je ne sais pas quelle heure pour dire je suis derrière mon ordi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut favoriser? Parce que ça donne aussi de l'équipe. Est-ce que ça n'exclut pas aussi d'autres personnes? Et est-ce que ça fait sens, voilà, pour notre collectif ou est-ce qu'on ne peut pas un peu dompter ça avec des urgences? Est-ce que envoyer un mail à 20h30 pour dire je suis là, et pour répondre à quelque chose, c'est une urgence, et alors que ça a un impact sur le collectif. Et je pense qu'on peut avoir ce dialogue de responsabilisation et tout en disant l'activité doit se faire. Et effectivement, si à 20h il y a une urgence, eh ben, envoyez-moi un SMS plutôt qu'un Teams, quoi. Moi, je suis déconnecté et je ne vais pas être là derrière mon ordi au cas où checker mes mails pendant que je suis en train de faire à manger, ou voilà, que sais-je. Donc, c'est, je pense, ces nouvelles règles de fonctionnement qu'il faut savoir discuter en équipe. Et encore une fois, où les gens et les autres doivent être un peu co-responsables.
On a une question par rapport au management par objectif. Concrètement, ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par des entretiens individuels, des points réguliers? Est-ce que ça passe par des outils en particulier de suivi, de pilotage? Quelles seraient un petit peu vos astuces ou vos conseils? Ouais. Vas-y, alors, si tu veux. Alors le but clairement, c'est de revenir à l'objectif finalement. Quelle est la mission de la personne? Quels sont les attendus de la personne? Le but effectivement n'est pas, donc d'être au travail derrière son écran à 20h30. Le but c'est, donc moi je suis recruteuse, de recruter tel nombre de personnes ou d'avoir recruté pour tel poste. Après oui, dans tous les cas sur les sujets, parce qu'en fait derrière ça ramène à des sujets de charge de travail et c'est finalement en discutant, en communiquant, en demandant aux collaborateurs comment il se sent aujourd'hui sur l'activité et dans sa charge de travail, qu'on pourra avoir ce recul et qu'on pourra ajuster si besoin. Donc, clairement, oui, c'est revenir à la mission principale et surtout se rendre compte au quotidien de est-ce que l'activité, est-ce que les missions correspondent à un terme de charge de travail à la personne qui le fait. Moi, je dirais aussi, peut-être, ça se négocie hein, quelque part, un management au résultat avec les personnes de vos équipes. Effectivement, le télétravail, même parfois je le vois, le fait d'octroyer du télétravail à des personnes ou pas, etc., en fonction de l'activité, je pense que c'est cette idée de discuter autour du deal, derrière le deal moral, de effectivement comment on va s'assurer que tu atteignes tes objectifs et comment on va le voir. C'est quoi les observables de ça? C'est-à-dire ne pas être juste sur le jugement personnel de tu as atteint, tu n'as pas atteint. Donc, il y a des idées effectivement autour d'indicateurs quantitatifs, Mm. des indicateurs qualitatifs, et puis il y a ce que vous pouvez demander à votre collaborateur qu'il vous montre que effectivement et que tout le monde est d'accord qu'on a atteint et qu'on est sur la bonne voie. Et je pense que c'est effectivement par l'accompagnement plus dans le processus aussi d'y arriver, donc dans une posture managériale qui est dans l'accompagnement et dans le soutien et dans la résolution et dans le soutien, qu'effectivement on va voir ce qui se passe, on va contrôler dans le bon sens du terme que tout se passe bien et on ne va pas micromanager à la petite tâche si les personnes vont livrer les trucs en temps et en heure. On va être dans, par exemple, on se fixe une deadline, ça va être temps, et on se revoit après pour faire le point dessus. Et les choses sont claires et on refait le point sur l'avancée et on fait des feedbacks réguliers parce qu'on peut être beaucoup moins dans l'implicite dans le télétravail puisqu'il faut être plus direct, j'ai envie de dire, sur l'état d'avancée, c'est satisfaisant, ça allait moins, etc. Pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises pour les personnes lors de l'entretien annuel. Mm. De la prime ou pas, de dire « Ah, finalement, au bout d'un an, ça ne s'est pas bien passé. » Alors que bon, vous l'avez vu peut-être 50 fois avant et il n'avait pas ce feedback. Et je pense que c'est aussi ça, gage, encore une fois, de la sécurité psychologique et relationnelle, d'avoir cette confiance finalement que notre manager nous dit les choses de façon simple et qu'on est sur le bon chemin ou pas, finalement, et qu'on doit réajuster. Et je pense que d'abord, avant de sanctionner ou dans un sens ou un autre, il faut accompagner, quoi. Ouais, très bien. Au quotidien, en effet, tout au long de l'année. On a encore le temps pour quelques questions, donc je vous en pose plusieurs rapidement. Comment on engage du coup le COMEX et pas, on parlait d'exemplarité des managers, Ouais. mais comment on essaye d'engager encore au-dessus et que ce soit quelque chose qui soit partagé Bien du sûr. haut en bas de l'entreprise? On voit que souvent, alors encore une fois, d'ailleurs, les études montrent que dans les petites boîtes, c'est plus facile, on va dire. Forcément, il y a une proximité plus importante que dans les grandes. Et je pense que on part d'une situation où les dirigeants, souvent sur ces sujets, ils n'ont pas une vision de leadership là-dedans. Dans d'autres pays, ils l'ont. Pourquoi le bien-être au travail, pourquoi la santé de mes équipes, c'est important pour la performance. Et c'est pas forcément naturel. Il n'y a pas forcément un discours très, très clair. C'est pareil sur les politiques de qualité de vie au travail. Est-ce que les COMEX parlent de qualité de vie au travail ou sont capables de dire en quoi la politique de qualité de vie au travail va me permettre d'être plus efficace au boulot ou que les gens, voilà. Au-delà de dire, je pense que si les gens sont bien, ils sont plus efficaces, mais concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez en place,
Donc ça, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait une vision stratégique, je vais le dire comme ça, de ce sujet au niveau des COMEX. Tant que ça le sera comme étant quelque chose qu'on doit faire pour le faire, ou une contrainte légale, ça ne sera jamais au niveau que la finance, par exemple, ou les politiques RH. Donc je pense qu'il ne faut pas que ce soit le parent pauvre. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des pays où c'est différent parce qu'il y a des politiques publiques, parce que ça passe par au-dessus. Mais je pense que pour les COMEX, c'est effectivement de pouvoir faire remonter en quoi, et en interne là finalement, notre qualité de vie au travail peut nous rendre plus efficaces et plus performants, durablement. Il y a des indicateurs de santé, il y a des indicateurs de turnover, il y a des indicateurs d'attractivité, il y a des indicateurs… voilà. Et donc, avec la RH, je pense d'y donner une impulsion, plus une vision. Voilà. Et tant qu'il n'y aura pas cette vision, on voit qu'aujourd'hui, elle ne descend pas. Aujourd'hui. Donc, il faut, je pense, la faire remonter, quoi, forcément. C'est un peu votre quotidien, Laure, du coup. Complètement, complètement. Je pense qu'il faut sensibiliser, mais à partir du moment où la direction est sensibilisée, on peut faire des belles choses. Enfin, Ouais. nous, on a vraiment inclus dans notre piliers stratégiques, on a différents leviers stratégiques, on a mis l'engagement, donc l'engagement des collaborateurs et l'engagement de la direction envers ces collaborateurs dans nos actions stratégiques pour les années à venir. Donc voilà, derrière, je pense que ça vaut le coup, pour le coup, de persuader et de sensibiliser les directions sur ce sujet, parce que derrière, ça veut dire qu'on va tous être acteurs, qu'on va tous travailler ensemble pour que ça fonctionne. Et dans le contexte actuel de crise, on avait aussi une question, est-ce que c'est peut-être plus difficile d'en parler par rapport à la peur de perdre son emploi, de dire que on n'arrive pas, par exemple, face à la charge de travail, qu'on ne se sent pas bien? Est-ce que le contexte un peu anxiogène, quand même, on va se le dire, et puis selon les secteurs, qui peut être plus ou moins compliqué, joue aussi? Christophe, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez peut-être aussi dans les entreprises qui ne vont pas bien, où il y a des licenciements, c'est forcément plus Bien compliqué? sûr. Il y a toujours, effectivement, dans un climat de perte d'insécurité, forcément, on en parlait encore, cette censure qui finalement n'est pas positive pour la santé des gens, quoi, ça c'est clair. Donc, c'est pour ça que dans des situations où il y a effectivement des menaces sur l'emploi, il faut absolument aller sur ce qu'on appelle de la prévention dite tertiaire pour qu'il y ait des endroits où les gens puissent quand même s'exprimer sans crainte de quoi que ce soit. Et effectivement, ce soit remonté de façon anonyme dans l'entreprise pour que ce soit traité au bon niveau. Et donc, ça, c'est que l'employeur doit mettre en place des dispositifs pour effectivement que ça se passe le mieux possible. Dans des entreprises qui ne sont pas forcément dans cela, mais qu'il n'y a pas une culture, encore une fois, d'expression, je pense que forcément, on le sait, ce climat crée une forme d'autocensure. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Au contraire, en parler, c'est déjà une façon de pouvoir le résoudre. Et donc, moi, j'invite vraiment les managers, je ne sais pas si on a aussi des DRH ou des directions, à faire en sorte que ce sujet ne soit pas tabou et que ce soit quelque chose de naturel et même de positif de pouvoir en parler. Si quelqu'un vous fait part d'une difficulté, c'est qu'il a confiance en vous, on va dire ça comme ça, et que s'il le fait, ce n'est pas forcément pour vous embêter, c'est aussi pour essayer de trouver une solution. Et les gens doivent pouvoir faire part de cette forme parfois de vulnérabilité, bien sûr avec des limites. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les former aussi, pour qu'ils prennent conscience de comment on aborde ce sujet. Et on ne peut pas l'aborder parfois de façon un peu instrumentale ou un peu dévié, tout le monde se sent harcelé, tout le monde se sent en burn-out, tout le monde se sent… voyez, et donc ça crée de la confusion qui ne permet pas d'aborder de façon posée les choses et surtout de savoir l'anticiper. Et parfois, nous-mêmes, on en parle que quand on est au bord du gouffre, voyez, parce qu'on se dit, là, j'en peux vraiment plus, c'est ça, ou je claque mon arrêt maladie, ou ça, c'est ça, ou… Et donc, je pense qu'il faut être plus prudent. Et il faut pouvoir créer ces moments où on en parle sans dramatiser, voilà. Mais pour ça, il faut développer une culture du dialogue et donc former les gens pour savoir ce que c'est. Les gens ne savent pas quand ils disent c'est quoi le stress, c'est quoi les risques psychosociaux, c'est quoi le harcèlement. Ma charge de travail, c'est toujours c'est ou bien la REM ou bien le nombre de personnes qu'il nous faut. Il y a peut-être d'autres choses à comprendre, voilà. Donc je pense que c'est par la formation aussi
qu'on réussit à développer une certaine sérénité sur le sujet qui permet de déminer beaucoup de situations et de façon beaucoup plus positive que finalement que quand ça va mal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ouais. Après, la bonne nouvelle, c'est que, notamment par la crise du Covid, hein, mais pas que, on en parle quand même beaucoup plus qu'avant. Et c'est devenu de vrais sujets par rapport à il y a quelques années. Ça bouge quand Oui, même de manière un peu ouais, positive. non, disons que oui, avec des limites aussi à refixer, parce que effectivement la crise Covid a créé, on est rentré dans les maisons des uns et des autres avec leur situation personnelle, voilà, de façon très très forte, hein, et que on était en mode gestion de crise, et on a entendu quand même qu'il fallait remettre un certain nombre de limites par rapport aux choses. L'entreprise peut pas tout, et c'est normal, et heureusement, il y a une limite à son rôle dans la prise en charge des choses. Et ce qu'on dit, nous, c'est qu'on peut prendre en compte sans prendre en charge. C'est-à-dire, il faut que l'entreprise le comprenne, mais qu'elle connaisse aussi ses limites quant à ça. On voit qu'elle bouge ses limites avec ses télétravail, cet équilibre des vies différents. Voilà. Donc, je pense que c'est nécessaire, là aujourd'hui, comme ça bouge, de recréer ces espaces parce que ça ne peut être que par le dialogue. Et j'en vois dans le chat qu'effectivement, le dialogue, c'est aussi l'écoute. Le dialogue, ce n'est pas juste des gens qui se parlent sans s'écouter. C'est ça, C'est aussi- la base. Pour finir, je voulais vous demander à tous les deux un conseil qu'on pourrait toutes et tous mettre en place dès cette semaine. On est mardi, alors soyons fous. D'ici vendredi, qu'est-ce que moi, en tant que manager, je peux essayer de faire pour prendre soin de moi et ou prendre soin de mon équipe? Est-ce que vous auriez une bonne pratique à nous partager assez concrète pour terminer? Alors moi, je vais revenir à ce qu'on me disait tout à l'heure. J'en ai deux. Pour le coup, c'est se garder du temps pour soi. Enfin, alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand je dis à un manager, ils me disent, oui, mais en vrai, c'est plus facile. Voilà. Concrètement, comment je fais? Parce que j'ai mon agenda qui est plein. Il est important de se bloquer des temps dans l'agenda pour soi, pour prendre du recul, pour travailler sur un sujet de fond. Si c'est dur de faire une grande plage, on fait plein de petites plages et on est content d'avoir réussi à la fin. Donc, on prend le temps de se dire, ah bah cool, je me suis tenue à ce moment-là, mais il faut se les bloquer. Enfin, clairement, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Et on le redit, communiquer, c'est important. Si ça ne va pas bien, on en fait part à son manager, à sa RH, à qui on veut, mais en tout cas, on communique. Et puis aussi, parfois, si on se sent bien, donc c'était Christophe qui le disait tout à l'heure, l'environnement est sécure, il est extrêmement important. Si on se sent bien dans son environnement et qu'on a une difficulté particulière, il faut aussi oser la dire à son équipe. Souvent, on va être le côté Superman, non, moi, je n'ai pas de difficulté. L'équipe le ressent et finalement peut s'imaginer des choses. Donc, parfois, il faut oser dire, bah, moi, là, à un instant T, c'est un peu plus difficile pour moi. Et donc, oser être un humain aussi en face de son équipe. Donc, On enlève sa cape de super-héros, de superwoman ou de Superman et on redevient un petit peu et on parle de ses vulnérabilités et de ses difficultés aussi. Christophe? Oui, moi, c'est aussi ça, c'est que de montrer quelque part qu'on ne sait pas tout, qu'on n'y arrive pas sans être dans la plainte ou sans être dans quelque chose qui colle totalement à quelque chose de négatif. Je pense qu'on peut être dans un principe de réalité avec cette question de, voilà, il y a une charge, il y a une incertitude, il y a des problèmes économiques, il y a le carburant qui augmente, il y a tout ça, mais on n'a pas beaucoup de leviers là-dessus, à notre échelle, à l'échelle de l'équipe et à l'échelle du périmètre du manager. Et donc, on peut s'appliquer un principe de précaution plutôt, en se disant, au moins, on va se créer notre petit écosystème là d'écoute, de bienveillance, de soutien, de collaboration, et que c'est nécessaire que chacun y contribue. Et je pense que le manager, comme je le disais, il peut prendre soin de lui et les gens aussi peuvent contribuer à ce que le collectif se soutienne, quoi. Voilà. Surtout en télétravail où on n'a plus les mêmes leviers. Donc, c'est plutôt ça, s'appliquer, regarder là où on peut agir tous ensemble et essayer d'engager ces équipes autour de ça. Voilà. Et pas se dire je dois tout faire et apporter le bonheur à tout le monde, quoi. Voilà. Oui. Je finirai avec deux témoignages dans le chat. On nous partage que du coup, une personne manager va faire un brainstorming avec ses équipes jeudi et que par rapport aux différentes remarques qui ont été évoquées justement sur ce sur quoi on peut échanger en équipe, et du coup, le brainstorming portera aussi sur des axes dont on a parlé. Donc, ravi que ça passe de la théorie à la pratique aussi vite. Et on nous suggère par rapport au temps pour soi, le RMM dans l'agenda, le rendez-vous avec moi-même. Donc, voilà, vous pouvez mettre discrètement dans votre agenda
le RMM en pensant à nous et du coup, pour vous préserver des petits ou des grands temps pour vous dans votre semaine. Merci beaucoup, Laure et Christophe. Merci beaucoup à tous. Merci à tous les participants dans le chat parce que vous avez beaucoup partagé, échangé et posé de questions. Donc, c'est très agréable pour nous et c'était très vivant. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, surtout, prenez le temps de faire des pauses aussi dans vos journées de travail. C'est aussi important. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire de Courrier Cadre. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci.